Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à nos programmes. Nous continuons notre, notre voyage de ce matin. Je cherchais le bon mot à l'issue de ces deux entretiens qui viennent de s'égrener sur nos antennes. Il est présent l'heure du duel de dimanche, c'est politique. Et pour, disons, discuter, échanger, j'ai avec moi le docteur Paul-Marie Wessou, enseignant-chercheur à l'UAC, analyste politique. Bonjour. Bonjour. En face, Prince Lukman Tidjani, bonjour. Bonjour, monsieur Noumon, j'attendais que vous dites aussi docteur. Non, quand vous le serez, je vous... disons, bon, je ne les distribue pas non plus, hein, Okay. les titres, mais par contre, vous êtes membre du Bloc républicain. Oui, ça c'est indéniable. Ça c'est indéniable, oui. Ça ne se discute pas. Nous allons deux thèmes sur la table du duel de ce dimanche. D'abord, malversation à la SB2E. Nous allons en dire un mot, parmi tant d'autres. Hein. Nous n'allons pas revenir sur tous les dossiers que la presse a éventés parce que, évidemment, nous devons prendre des précautions parce que seule la vérité judiciaire compte. Mais par contre, en ce qui concerne la SB2E, le porte-parole du gouvernement a eu à se prononcer très brièvement là-dessus, sans trop de détails. Donc on peut se dire que c'est une histoire avérée. Alors, est-ce que je vais commencer par Prince Lukman Tidjani? Est-ce qu'on doit c'est vrai, tout ce qui a trait à la corruption, à la malversation, on va dire, il faut le dénoncer. Mais est-ce qu'on peut aussi se féliciter de ce que le système de veille et de détection, en tout cas, le système de contrôle fonctionne? Merci beaucoup, monsieur Noumon. Je pense que depuis 2016, le président Patrice Talon et son gouvernement s'est vêtu à écrire des pages d'un testament pour le peuple béninois qui aurait comme chapitre principal la bonne gouvernance. Et il faut se réjouir que vous avez vu depuis 2016 tous les élans, toute la dynamique dans laquelle nous sommes rentrés au Bénin, tous les citoyens, les leaders politiques, les décideurs à divers niveaux, pour s'approprier les principes de bonne gouvernance. Je pense qu'il faut déjà saluer cet effort-là et être aussi inquiet en se disant que les habitudes deviennent de plus en plus têtues. Les individus, les personnes qui ont des niveaux de responsabilité devraient s'approprier aussi ces principes de bonne gouvernance, non seulement à travers les mots, mais les actions n'arrivent pas à le faire. Heureusement que, je l'ai dit une fois déjà sur le plateau ici, que la lutte contre la corruption ne se décrète pas à travers des marches ou ne se décrète pas à travers des discours, mais à travers des mécanismes, des mesures qu'il faut mettre en place. Et depuis 2016, ces mesures de veille citoyenne, de contrôle de l'action publique, d'inspection et d'audit réguliers dans les administrations, dans les structures d'État permettent de déceler encore ces mauvais élèves, qui me permettent de le dire comme ça, ces mauvais élèves qui ont encore du mal à s'approprier les principes de bonne gouvernance. Heureusement qu'il y a en amont le principe de contrôle de l'action, les structures qui sont mises en place, les mécanismes qui sont mis en place et qui, j'espère, seront davantage renforcés dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, aussi bien au cadre législatif qu'au cadre opérationnel, pour faire en sorte que les mauvais élèves puissent à un moment donné revenir dans la cadence et comprendre que la bonne gouvernance doit être davantage au-delà du régime ou de l'ère du président Patrice Talon, un principe qui doit nous gouverner davantage. Je vous pose la même question. Bon, moi je voudrais d'abord commencer à dire que bon, plus on avance, hein, je voudrais croire que, comme Monsieur Tidjani, que sous le je voudrais croire cela, mais plus on avance, plus on constate que les cas de malversation se multiplient, même s'il y a des mécanismes pour détecter, pour mettre à nu
ces malversations. Je pense que le travail... Si vous avez lu un peu le petit livre de Chinua Achebe, il a dit The Trouble with Nigeria. Vous comprendrez que, en fait, l'option de gouverner en faisant de sorte que les gens aient peur, c'est comme généralement un feu de paille qui ne dure qu'avec celui qui, disons, est au pouvoir. Et heureusement pour le président Talon que, bon, lui n'a pas baissé de garde depuis que il a pris le pouvoir. Sinon, on aurait constaté que la pourriture, on aurait constaté encore plus de pourriture en ce moment. Mais l'option pour moi, plutôt que de faire peur aux gens, c'est de plutôt éduquer les gens à entrer dans le projet de la lutte contre la corruption. Parce que la plupart de nos cadres qui se retrouvent dans ces situations de corruption, aujourd'hui, je crois tous viennent de familles, viennent de quelque part et viennent de notre société où nous avons normalement des principes de vie qui nous demandent de ne pas... vous avez vu tout à l'heure dans votre entretien avec Constant Agbedinoukou, il disait que oui, nous... on dénonçait plutôt les malversations, et qu'on avait l'argent, mais on ne pouvait pas gérer, mal gérer. C'est-à-dire qu'il y avait dans notre société traditionnelle des référentiels qui font que un membre d'une famille ne peut pas aller faire des actes qui déshonorent la famille. Mais aujourd'hui, on a une société qui a évolué vers une situation où ces actes-là ne déshonorent même plus la famille, parce que ça honore plutôt la famille. Et tant que nous allons rester dans cette psychologie sociale où voler beaucoup d'argent, bon, on va faire tempête quelque temps, ça va passer, et puis bon, nous, on va avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Tant que nous aurons une société comme ça, nous allons beau avoir des dirigeants qui vont venir, qui vont mettre tout le monde au pas, et qui vont dire, oui, on lutte contre la corruption, mais le fait est que les uns les autres, chaque fois en situation de contact avec l'argent, auront toujours l'envie de s'approprier l'argent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour moi, le travail qui devrait être fait ou qui reste encore à faire, c'est l'éducation. L'éducation est d'abord l'éducation vers quelle société nous voulons tous aller. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux le dire que on découvre beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on évolue. Si je prends le programme du candidat Talon en 2016, et que je prends le programme du candidat Talon en 2021, il y a une évolution. Et il y a une évolution vers quelque chose qu'on ne voyait pas venir. Et donc, vous voyez, cela suppose que c'est au fur et à mesure qu'on découvre quel type de société nous voulons avoir. Et donc, on n'est pas appelés tous et éduqués tous à tendre vers ce type de société. Alors, résultat, vous aurez donc... vous voulez aller dans ce sens, les gens, d'autres voient que oui, ça c'est votre projet, ça ne les concerne pas, et ils veulent aller dans ce sens parce que c'est ça là qui leur profite le plus. Et donc, je voudrais, moi, en appeler à ce que les quelques années qui restent encore pour le président Talon soient utilisées, franchement, à travers les médias, à travers l'école, à travers la société en général, les associations et autres, mais aussi à travers l'Église, les églises, les mosquées,
pour que nous tous, nous ayons, disons, une vision commune de quel type de société nous voulons avoir demain. Pour que, lorsque quelqu'un détourne, nous ayons tous la même attitude vis-à-vis de cette personne. Ouais. Donc, moi, sincèrement, c'est ce que je peux dire par rapport déjà à ce qui s'est passé à la SBE et ailleurs, qu'on peut nommer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut aller vers une stratégie renforcée vers l'éducation dans la lutte contre la corruption, se construire des référentiels. Mais je pense aussi qu'il y a des référentiels qui se construisent petit à petit. Aujourd'hui, vous voyez déjà la force de l'argent dans les élections a de plus en plus diminué. Alors que nous savons que les acteurs qui sont souvent impliqués dans des malversations, c'est des gens qui appartenaient peut-être à des sectes politiques. Les sous de ces malversations permettaient à un moment donné d'alimenter la base, d'alimenter l'électorat. Et aujourd'hui, les partis politiques ont fait de plus en plus l'effort de limiter l'impact de l'argent sur le terrain électoral. Je pense que c'est déjà des actions qu'il faut déjà louer. La deuxième chose, le chef de l'État l'a dit, peut-être sous un ton ironique, mais pédagogique. Vous vous souvenez de son allégorie ou de sa boutade dans un déplacement au zoo, dans le zoo, où il parlait de la perception que les gens ont dans nos communautés, de l'élite ou de celui qui vient au village en week-end avec de l'argent. Je pense que c'est des éléments importants que le chef de l'État a lancés. Et il revient à chaque citoyen là où il se trouve de s'approprier cela. On ne demandera pas forcément aux décideurs de rentrer dans chaque maison, dans chaque hameau, d'aller vers chaque individu pour l'amener vers l'éducation, la lutte contre la corruption. Mais le rôle de l'État, je suis d'accord avec vous que l'État a le rôle d'éduquer, d'amener les citoyens à cela. Mais le rôle de l'État aujourd'hui, c'est de mettre en place des mécanismes pour qu'au-delà de l'éducation, au-delà de la sensibilisation, au-delà des référentiels qu'on met, les mauvais élèves puissent continuer d'être dénoncés et qu'on tape fort sur les mauvais élèves. Jadis, quand on détournait, on disait, bon, quand on détourne, ça va passer dans les journaux en une semaine et puis ça continue, ça passe. Mais aujourd'hui, vous voyez tout le dispositif législatif pénal qui est mis en place pour que, lorsque ces cas-là sont dénoncés, lorsque ces cas-là sont avérés, la procédure judiciaire suive son cours. Et que cela soit de notoriété publique, que ceux qui se sont retrouvés dans cette déviance-là ont été sanctionnés, non seulement pénalement, mais aussi un impact sur leur vie en général. Avant, on disait, je fais 4 ans, je sors, et puis c'est bon. Aujourd'hui, non seulement il y a une peine privative de liberté, mais il y a aussi la peine qui demande à un moment donné de payer, de restituer le dommage que vous avez causé à l'État public. Je pense que c'est déjà important. On a tout le temps décrié la criette. Des sanctions professionnelles. Oui, des sanctions. On a décrié la criette, mais la dextérité aujourd'hui avec laquelle les cas sont dénoncés, les cas sont traités au niveau juridique, je pense qu'il faut s'en féliciter. Avant, on savait que les affaires pouvaient être là, les gens allaient peut-être être en liberté provisoire. On nous dirait que la justice est en train de faire des enquêtes et ça dure 10 ans, 15 ans et on rentre dans le délai de l'imprescriptibilité. Aujourd'hui, vous voyez la Sénat juridique qui dit aussi aujourd'hui, qui donne aujourd'hui, qui élargit le champ d'imprescriptibilité des crimes économiques. Je pense que c'est des efforts que nous avons fait aujourd'hui ces 5 ou 7 dernières années qui méritent d'être salués. Quand nous revenons vers les mécanismes, il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place pour que le contrôle soit fait, que ce soit par l'État lui-même, c'est-à-dire par les structures publiques, mais aussi par la communauté. Aujourd'hui, vous avez des creusets de dénonciation. On me dira que l'impact n'est pas encore trop visible, mais vous avez des creusets, des cas de dénonciation qui permettent aujourd'hui. Vous savez, moi, je caricature hier nuit, autour de 3 heures du matin, parce que je suis rentré tard, j'ai été intercepté à 2 checkpoints par des policiers qui étaient tellement courtois. Il y a l'un qui m'a dit, ah monsieur, c'est parce que de loin j'ai vu votre vitesse, votre allure, que je m'inquiétais pour vous, donc je vous ai arrêté. Il était très courtois. Et face à cette courtoisie, dans un élan humain, je me suis dit, bon, c'est des citoyens qui sont dans la nuit, il fallait. Mais après, je me suis rappelé, quelle pédagogie je donnerais. Je me suis abstenu de cela. Pour dire, si tu le fais, ça veut dire que tout le temps qu'ils seront dans la nuit, ils attendront à ce que quelqu'un vienne le faire. C'est déjà une pédagogie individuelle qu'on se donne, en se disant, quelle est ma contribution à construire une société meilleure à laquelle j'aspire.
Oui. Donc, il ne revient pas forcément à l'État de dire voilà la société à laquelle nous aspirons. Il ne nous revient pas de nous asseoir et de dire voilà sa société. Mais que chaque individu, à un moment donné, s'approprie, se dise des efforts que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que je fais pour renforcer l'État, les efforts de l'État central au niveau individuel avant de venir au niveau collectif. Dans le même sens, je vais prendre pour moi ce que quelques points de la prise de parole de Dr. Paul Marius Ouesso pour mesurer ça un peu à ce que nous continuons de connaître, c'est les cas de cybercriminalité. Pour dire est-ce que le mal n'est pas plus, et le titre a été trouvé à dessein, pourquoi est-ce que le mal n'est pas plus profond que ce qu'on voit? On peut se féliciter de ce que l'Inspection générale des finances, la CRIET, la Brigade économique financière travaille, on va dire, à flux tendu, ou en tout cas essaye quand même de veiller au grain. Je pense que c'est un succès. Mais quand vous prenez un peu ce qui se dit dans la communauté quant au crime par exemple, la cybercriminalité. Je prends cet exemple. Il y a toujours le oui, on est d'accord, mais il y a toujours un mais qui vient après. Oui, mais. Est-ce qu'on ne peut pas, comme on le dit en fond, est-ce qu'on doit je ne vais pas dire ce qu'on dit en fond, mais on doit les jeter en prison. Est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de clémence et de compréhension? Il y a toujours cette tolérance. Les gens ne le disent pas parce que peut-être que les gens ont peur de se faire. Les temps ont changé. Peut-être qu'il y a 10 ans en arrière, les gens auront dit, se seront libérés. Mais il y a toujours, on sent quand même qu'il y a une certaine tolérance. Je pense que c'est le mot juste. Tolérance à la chose, ce qui me fait dire que ce que le docteur Paul Marius Ouesso avance est peut-être plus important et qu'on ne perçoit pas, qu'on ne circonscrit pas exactement la profondeur du mal. Peut-être la société est pénétrée par une... J'ai été d'accord avec M. Ouesso en disant que nous avons construit pendant plus de 20 ans une société dans laquelle l'argent, quelle que soit l'origine, avait de la valeur. Lorsqu'un enfant de 17 ans, 18 ans vient à la maison avec un véhicule ou une moto, on ne cherche pas à savoir où est-ce qu'il a acheté. On se réjouit même en public en disant « mon fils a acheté une moto, je suis content ». On a construit cette société-là pendant 20 ans, pendant 30 ans. Des habitudes se sont enracinées dans notre quotidien, dans notre vie commune. Et ce n'est pas en 7 ans qu'il faut les changer. Ce n'est pas en 7 ans qu'il faut les changer, mais si... Vous avez parlé, je vais peut-être revenir, vous avez parlé du programme d'action du président Patrice Talon entre 2016 et 2021 et 2021-2026. Quand on voit le premier programme d'action du président Patrice Talon, il était dans la logique d'un mandat unique. Où il y a peut-être eu des mesures difficiles, ce que vous avez appelé la gouvernance par la peur, des mesures difficiles en se disant, en 5 ans, je veux laisser une empreinte. En 5 ans, je veux circonscrire le mal de la mauvaise gouvernance. En 5 ans, je veux davantage que nous ayons une société plus ou moins acceptable, qui ne soit pas minée d'un certain nombre de déviances. Et c'est ça qui a amené que entre 2016 et 2021, on a créé des structures, on est allé dans la gouvernance, je suis d'accord avec vous, dans la gouvernance par la peur, où tout le monde avait commencé par avoir peur. Et de 2016 à 2021 à aujourd'hui, je suis d'accord qu'il y a eu un petit relâchement. Il y a un petit relâchement parce que le président Patrice Talon et ses collaborateurs se sont peut-être appropriés le fait que nous sommes dans une société où il faut faire preuve d'empathie. Il faut tenir compte de l'environnement dans lequel nous sommes en faisant preuve de souplesse. C'est ce qu'on a dit à un moment donné, le président était trop rigide, il faut ouvrir un peu les vannes, tout et tout. Mais cette souplesse n'a pas empêché à un moment donné que les structures continuent de travailler. Et pendant que nous allons mettre en place des stratégies pour faire de l'éducation, parce que même quand on éduque, on ne peut pas commencer l'éducation aujourd'hui et avoir le résultat aujourd'hui, parce que la personne a déjà ses habitudes, l'éducation, le changement de comportement, c'est tout un processus à différentes étapes. Ça va durer 4 ans, 5 ans, alors que même si on doit éduquer ceux qu'on doit éduquer aujourd'hui, nos élèves, nos étudiants, on va les éduquer pour que demain, lorsqu'ils viennent dans l'administration, lorsqu'ils sont à des postes de responsabilité, ils fassent preuve de bonne gouvernance. Mais ceux qui sont là aujourd'hui ont été éduqués. Ceux qui sont là aujourd'hui ont fait l'école civique. L'éducation civique dans laquelle on a parlé du bien public, dans laquelle on a dit on a parlé de la lutte contre la corruption pendant qu'ils étaient à l'école, mais c'est eux qui détournent. Donc on n'a plus besoin aujourd'hui de les éduquer. Il faut frapper fort. Il ne faut pas faire preuve de clémence. Il ne faut pas faire preuve d'empathie. Il ne faut pas faire preuve de socialisation. Il faut taper fort aujourd'hui. Et c'est là où je pense que
au-delà de ce qu'on est en train de faire, il faut renforcer davantage les mécanismes. Il faut renforcer davantage les sanctions ou les mécanismes qu'il faut sanctionner. Vous avez vu dans la lutte contre la corruption, quand on a commencé dans la lutte contre la cybercriminalité, quand on a dit non seulement on va sanctionner l'auteur, mais ses proches immédiats, il y a eu du tollé. Mais je dis, il faut aller là aujourd'hui. L'argent de la corruption, l'argent du détournement profite à qui? Que tous ceux qui bénéficient de façon directe ou indirecte, ceux à qui ce sous de corruption profite, que tous ces gens-là soient sanctionnés. Dans le cercle immédiat de la famille, il faut que ces gens-là soient sanctionnés. C'est vrai que vous savez, quelqu'un qui détourne, généralement, ce n'est pas pour satisfaire les besoins immédiats, les besoins primaires de sa communauté, non. De sa famille, c'est-à-dire de sa femme ou de ses enfants. Généralement, ce n'est pas pour ça. C'est pour satisfaire les caprices de dehors. C'est pour peut-être aller alimenter son parti politique, c'est pour alimenter des amis ou des cercles, des réseaux dans lesquels ils sont. Il faut à un moment donné commencer par sanctionner tous ces cercles-là, tous ces facteurs qui gravitent autour de l'argent public ou du personnel de l'argent public, oui, ou de tous ceux qui sont impliqués dans cette chaîne de corruption. On ne va pas s'arrêter à une seule personne. Il faut taper. L'éducation, oui, le référentiel, oui, mais à l'étape où nous sommes là, il faut taper dur. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut monter crescendo? Parce que dans beaucoup de ces affaires, il y a des saisies de biens, donc évidemment que ça pénalise aussi la famille, parce que quand vous êtes là, on vient saisir voiture, maison, ainsi de suite, parce que peut-être vous êtes devenu insolvable, vous ne pouvez pas payer. Il faut aller chercher les véhicules de la maîtresse. Donc voilà, donc ça pénalise déjà la famille. Est-ce qu'il faut aller, d'après vous, il faut monter crescendo? Je prends le cas de la cybercriminalité. C'est vrai que on peut y avoir une certaine logique là-dedans, parce que quand les enfants rentrent à la maison, comme il le dit, avec un véhicule, avec des fonds, des sous, des gens l'ont dit, hein, ils payent le loyer, ils donnent même de l'argent de poche à leurs parents, ils prennent en charge les frères et sœurs, donc on peut dire que d'autres en bénéficient. Est-ce que déjà à cette époque, est-ce que vous avez trouvé, quand l'idée avait été avancée, c'est pas ce que ça devient, est-ce que vous trouvez logique qu'on pénalise aussi ceux qui profitent de la corruption? Je pense que, franchement, je ne suis pas contre les punitions. Okay. Et vous avez semblé dire que... excusez-moi, j'oublie toujours votre prénom. Monsieur Tidjani. Tidjani, voilà. Je ne vais plus oublier parce que là, je vais faire référence à l'UNICEF et puis je vais me souvenir que c'est Monsieur Tidjani Loukman. Alors, vous avez dit qu'il faut punir, hein, que le temps est venu pour punir, etc., etc. Bon, souvent quand j'entends ce discours, j'ai comme l'impression qu'on n'a jamais puni dans le pays. Ok. Il y a peut-être un degré de punition, c'est-à-dire un volume dans les gouvernements passés qui n'étaient pas très importants. On se souvient ici qu'il y a eu Anne Sika Adjaï avec la cellule de lutte contre la corruption. Oui, oui. Même ici, ce plateau, comment il s'appelle, son vice-président, Jean-Baptiste Elias a dit sur notre plateau que pratiquement aucun dossier de cette époque n'a abouti. Pratiquement aucun. Parce qu'il a évoqué, d'ailleurs, il a évoqué plusieurs fois sur le plateau, il y a 2 semaines, puisqu'on rendait hommage à Mme Adjaï Sika, et il disait voilà, que les dossiers n'ont pas prospéré simplement parce que la justice manquait de bras, la justice, comme il a dit tout à l'heure, il y avait des enquêtes qui étaient en cours, donc les enquêtes n'ont jamais abouti, les politiques ont mis la main dessus, donc grosso modo, il y a beaucoup d'affaires qui sont restées en suspens. Je ne pense pas qu'aucun dossier n'a abouti, mais le fait simplement, oui. Parce que c'est un peu comme d'autres disent aujourd'hui, tout n'est pas noir. Non, c'est pas la même chose. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il n'y a pas de dossier, on va dire, il y a eu des enquêtes, il y a eu de l'instruction, on va dire, mais difficilement autour de ce plateau. Et ça, on peut se mettre à l'exercice. Il n'y a pas de dossier, on va dire, emblématique dont on peut se souvenir. Le fait simplement qu'on publiait un certain nombre de choses, était dissuasif. C'est une façon de dissuader.
Oui. Ok. Et moi, je ne veux pas condamner les autres et dire qu'ils n'ont rien Non, fait. c'est pas le propos. On ne condamne personne. Qui n'ont rien fait. Pour moi, c'est que, comme je le dis, il y a peut-être un degré plus grand d'action sur le fait, le phénomène. Ok. Sinon, on a toujours eu, rappelez-vous même Soglo, même sous Soglo, on a eu la lutte contre la corruption, on a eu beaucoup de choses, d'actions qui ont été faites. Et donc, moi, je voudrais dire, vous voyez, depuis que nous sommes entrés sous le président dans Talon, je suis heureux, M. Tidjani, maintenant que vous comprenez que j'ai maintenant le nom. je suis heureux que vous soyez du bloc républicain, ça nous permet de faire des analyses un peu plus profondes sur le parti. Le fait, depuis que le président Talon est venu et qu'il a lancé ce mouvement, vous avez vu la volonté forte dès le départ de faire quelque chose de clean, n'est-ce pas? Je prends un exemple, vous avez pris cybercriminalité, moi je prends les concours. Ok, il était venu avec les concours frauduleux. Donc on a dit concours frauduleux et c'était vraiment. Et quand il est venu avec cette volonté forte de bien faire, on a organisé un concours avec les enseignants, c'est passé. Mais après, on a commencé à voir concours ici, il y a fraude. Concours ici, il y a fraude. Concours ici, il y a fraude. Il y a eu un long moment où les concours ont été entachés, annulés, bien sûr, entachés, annulés. Avant qu'on ne commence maintenant, je ne sais pas si maintenant, ça c'est un peu, mais on a quand même organisé quelques concours ces derniers temps qui sont aussi passés sans trop de choses là. Mais en dehors de cela, vous avez parlé de cybercriminalité et la cybercriminalité. Oui. Non, pas pour ce qu'elle est, mais pour en fait évaluer quelque peu le degré de perception de la société de la corruption en général. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est vraiment de ça que moi je vais parler. Parce que quand j'ai parlé des concours, n'est-ce pas, et ce n'est pas le président Talon ou les membres de son gouvernement qui organisent les fraudes. Vous comprenez? Oui. Mais la fraude est l'œuvre de gens qui sont quand même au service de l'État. OK? Et qui ne sont peut-être pas convaincus par le fait qu'il ne faut pas faire ça. Vous comprenez mes propos? Alors, c'est cela qui est mon souci. C'est-à-dire que, en fait, quand vous prenez le Béninois que moi je connaissais par exemple dans les années 90 où nous on était étudiants, c'est celui-là qui pouvait crier au tchoho quand il y a un problème de détournement. Quand il y a un problème de comportement qui s'écarte un peu de ce que nous tous, nous concevons comme comportement normal. Mais aujourd'hui, c'est que, regardez, je me souviens, quand on était... Le Benoît de 90 qui est toujours aux affaires. C'est le Benoît de 90, l'étudiant de 90, quand vous prenez l'administration aujourd'hui, c'est l'étudiant de 90 qui est encore dans l'administration. C'est eux qui sont la plupart. Donc, je crois que c'est la même personne. Non. C'est-à-dire que, en fait, l'étudiant de 90 était encore en train d'être éduqué. Mais ceux qui tenaient la société en ce moment, quelqu'un m'a dit, il y a deux pays, si vous voulez. Il y a les Dahoméens et il y a les Béninois. Voyez. Bien, quand nous prenons les Dahoméens, c'est eux qui ont tenu le pays, qui ont éduqué le pays en termes de valeurs. Jusqu'à l'année où moi je parle, 90 là. Ok. Mais, et ces gens ont éduqué, ont transféré à nous autres la nécessité d'être moralement propre dans la société. Mais la réalité, elle est là que l'environnement global ne permet pas toujours à tout le monde de notre génération de rester fidèle à ces valeurs qu'on nous a inculquées. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi moi j'ai parlé d'éducation. Je vais vous donner un exemple d'éducation. Vous connaissez les films dont l'acteur principal était Derrick. Alors, vous voyez,
pourquoi ce film-là? Ce film, ce que ça permettait, c'était de voir que, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce que... Quand vous déviez, la police va vous attraper. Et les films étaient tellement élaborés pour vous éduquer à comprendre que dévier n'est pas la bonne chose. Vous comprenez? Alors, il faut... Et comment on l'appelle, quand vous suivez ces films, quand vous, de façon nationale, c'est-à-dire la nation, est appelée à être abreuvée à ces films-là, le résultat est que on développe un comportement d'ensemble. Il y aura des déviations, ça c'est clair. Mais il y a un comportement d'ensemble qui fait qu'il y a moins de tendance au vol, moins de tendance à ceci, à cela. Mais regardez, nous sommes sur une télévision, je m'excuse, mais regardez nos télévisions. Quel film produisons-nous au plan local, national, qui éduque les uns les autres? Nous avons le docteur Paul-Marie Wessou ce matin. Nous sommes livrés. Qui professe la bonne nouvelle. Oui, nous sommes livrés aux feuilletons venus de Mexique, venus de Brésil, venus de ci, mais qui, justement, nous éduquent plutôt à avoir un goût pour l'argent, à avoir un goût pour ce qui est, comment on appelle, ce qui est luxueux, ce qui est cher, ok? Et par conséquent, mais vous voulez que les gens soient exposés à ça et qu'ils aspirent à ça et qu'ils fassent comment? Donc c'est à cause de nous, des télénovelas que les gens détournent dans les... Mais les télénovelas éduquent, absolument. Bon, de toute façon, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus de télévision dans les bureaux. S'ils sont éduqués par les télénovelas ou par les médias à avoir un goût pour l'argent facile, à avoir un goût pour l'argent qui n'est pas sorti d'une source productive propre de revenus, ils seront éduqués par la société, ils seront éduqués par les mécanismes, les méthodes que nous mettons en place à travers les sanctions pour comprendre que ce qu'ils voient là-bas, c'est pas ce qu'il faut faire. Oui, moi je voudrais croire cela. Non, je voudrais croire que... Aujourd'hui, dans le commun, dans l'imaginaire du Béninois, il faut féliciter nos compatriotes, s'il vous plaît. Depuis 2016, tout le sacrifice que les compatriotes ont fait dans l'imaginaire de l'ensemble des Béninois, quand vous détournez aujourd'hui, ils vous disent c'est l'argent qu'on doit prendre pour construire pour tout le monde que vous détournez. Aujourd'hui, je connais pas... Vous pensez que ça change vraiment oui, dans la perception? Oui, ça change. Je connais pas de Béninois aujourd'hui qui applaudirait quelqu'un qui a détourné. Je connais pas d'enfant béninois qui, sachant que son papa est complice ou auteur de détournement, il viendrait s'exhiber sur la place publique en disant mon père a détourné, mon père a fait ça. Aujourd'hui, dans la psychologie des Béninois, il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour lutter contre la corruption. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous voyez, lorsque ces faits-là viennent, les premiers commentaires qui viennent, on se demande comment est-ce que ces gens-là, malgré tout ce qu'on est en train de faire, sont têtus et veulent encore continuer de détourner. Comment est-ce que ces gens-là, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on a mis en place là, ils sont têtus, ils veulent encore détourner l'argent public. Donc de plus en plus, le Béninois sait que l'argent qu'on détourne, ce n'est pas l'argent de Paul, ce n'est pas l'argent de Inks. Contrairement à quelqu'un qui a demandé, on a dit quelqu'un a détourné, est-ce que quelqu'un a perdu son argent? Aujourd'hui, les Béninois savent que l'argent qu'on prend là, c'est l'argent de tout le monde. Et que cet argent-là, si quelqu'un ne l'avait pas volé, si quelqu'un ne l'avait pas détourné, ça aurait servi à faire 500 mètres de pavé, ça aurait servi à amener 2 ou lampadaires quelque part, ou ça aurait servi à acheter de l'équipement dans les centres de santé. De plus en plus, dans le conscient des Béninois, les Béninois savent l'argent public là, ce à quoi ça fait. Et parce qu'ils savent ce que l'argent public sert à faire, parce qu'ils savent que les investissements, les efforts qu'on fait avec l'argent public ont un impact positif, permettent d'améliorer leurs conditions de vie. De plus en plus, ils n'acceptent plus que les gens détournent l'argent public pour des intérêts personnels. Il faut davantage s'assurer que cette mentalité-là, cette perception puisse aller vers une grande masse de la population pour qu'à un moment donné, je ne demande pas à la population elle-même de sanctionner,
mais que la population accompagne l'État central, accompagne les institutions dans les mesures, dans les dispositifs qui permettent de sanctionner. Juste pour finir là-dessus, avant qu'on passe au second sujet. Oui, mais je voudrais être aussi optimiste, péremptoire et optimiste que Monsieur Tidjani, mais je suis désolé. De plus en plus, je constate quand même que vous qui êtes militant de parti politique, quand vous voulez parler au nom des Béninois, vous le dites de façon péremptoire. Généralement, les Béninois sont ceci. Les Béninois. Oui, il n'y a qu'un seul peuple, il n'y a pas de différenciation. Il n'y a qu'un seul peuple, il n'y a que des Béninois, il n'y a pas un Béninois X ou un Béninois Y. Non. Un peuple, je suis dans le communautarisme, c'est pour ça que je parle des Béninois. Non, je serais encore mieux passé si c'était des Béninois, mais les Béninois, moi j'écoute, tous les jours n'ont pas les mêmes attitudes que ce que vous dites sur la question de la corruption. Je suis surpris de vous l'entendre dire. Oui, vous êtes surpris peut-être parce que vous êtes dans un cercle de Béninois. Voilà, nous ne côtoyons pas les mêmes Béninois, mais ce qui est important à retenir sur les Béninois ou le Béninois ou des Béninois, c'est que la perception que nous pouvons avoir de la lutte contre la corruption aujourd'hui est mêlée à la perception de la peur du gendarme. Mais cela ne dissuade pas. D'ailleurs, écoutez, moi j'ai fait un constat que depuis quand même qu'on a des institutions ici, les institutions là, quand les affaires vont éclater, elles éclatent avec des milliards. Avant, c'était des millions. Maintenant, c'est des milliards. Bon, il y a eu des milliards aussi. Des milliards. Non, il y a eu avant, c'était des milliards chaque semaine. Il y a quelques milliards. Avant, c'était des milliards chaque semaine. Il y a personne. Allez-y. Personne ne tient le compte. Quelques milliards. Mais maintenant, ce que je constate, c'est des affaires de gros sous, en tout cas, qui éclatent ces derniers temps. Qui éclatent et qui continuent d'éclater. Cela suppose que la chicotte ne règle pas nécessairement le problème. Et que, justement, les partis politiques... Entre griffes, en même temps, on n'a pas donné la parole à ceux qui sont en prison, qui ont 10 ans, qui sont radiés à vie, et on ne leur a pas donné la parole pour savoir si ça les frappe au final et si le compte est bon ou pas. On ne le sait pas. On suppose que s'il y a du set, c'est que ça ne les dissuade pas. Mais ce serait intéressant d'avoir leur avis là-dessus. Non, c'est pas que ça les dissuade eux, qui sont déjà punis, n'est pas le problème. La preuve, il y a d'autres qui émergent. Mais ça dissuade une bonne partie. Il y a d'autres qui émergent. Non, je voudrais dire que la punition ne règle pas le problème. Et je m'étonne aussi, deuxième chose dont je m'étonne souvent chez ceux qui sont militants vrais des partis politiques, c'est qu'on dit toujours l'éducation, c'est pas le temps de l'éducation, il faut d'abord punir. Quand est-ce qu'on va commencer l'éducation? La vraie éducation, c'est-à-dire la vraie éducation pour nous tous, pour aller vers un type de société. Et c'est ça le problème que j'ai toujours posé par rapport aux partis politiques, c'est-à-dire quand nous prenons le bloc républicain aujourd'hui, vers quel type de Bénin le bloc républicain veut nous amener. Prenez la carte de leur parti. Adhérez vous. Non, j'ai pas besoin. Je suis citoyen. Oui. Et donc le parti est supposé me séduire moi pour que moi j'adhère. Vous allez répondre au parti. Le parti est supposé me séduire à travers quel type de société il veut. Tout ce que moi je sais du BR aujourd'hui, c'est que on soutient Talon. On soutient Talon. Mais Talon a encore 2 ans et demi, c'est fini. Mais après Talon, quel type de société nous voulons avoir? C'est vrai, j'ai appris la dernière fois qu'ils sont allés en Chine et choses et tout. Est-ce que c'est la société chinoise qu'on veut nous amener ici? Ou je ne sais pas. Moi, je veux comprendre. C'est très important ce que je dis là, parce que c'est ça qui structure nos pensées. C'est ça qui structure nos actions. C'est ça qui structure nos comportements. Quand vous allez dans les théories du behaviorisme, la vision qu'on a de quelque chose, c'est ça qui structure. Mais on ne peut pas se faire une vision individuelle chacun de nous. Il nous faut des visions d'ensemble. Et ce sont les partis qui doivent porter ces visions et nous amener à avoir ces visions-là. Bon, vous répondez rapidement et puis on passe au second sujet. Parlant de vision, je pense que le biais reste en phase
avec la vision Bénin à la FIA 2025. Ça, c'est la vision nationale. Nous n'avons pas une vision qui se démarque de la vision que l'ensemble des Béninois se sont donnés. Oui, le BR soutient les actions du président Patrice Talon, mais le BR a aussi un programme de gouvernance. Et je vous invite à vous rapprocher davantage du BR parce que si je dois vous faire... Il va. Oui, si vous pouvez le séduire en direct, je vous donne une minute pour qu'il prenne la carte à la sortie de ce débat. Le BR a un programme de gouvernance. Le BR, dans sa participation à l'action du gouvernement, a des valeurs, a des principes que nous inculquons non seulement à nos militants qui sont dans l'exercice du pouvoir, mais aussi à l'ensemble de nos militants qui aspirent à cela. Au nom de ces principes, je pense que de par notre idéologie, le BR qui se réclame d'idéologie libérale, nous sommes des premiers à penser que le rôle de l'État n'est pas forcément d'être le vendeur ou le vendeur de patates, mais que le rôle de l'État, c'est de mettre en place les mécanismes qui permettent à ce que les individus puissent vivre en respectant un certain nombre de principes au nombre desquels la bonne gouvernance, la liberté des propriétés, mode de production, et faire en sorte que chacun de nos concitoyens puisse se sentir dans un pays où ses capacités, ses compétences sont mises en valeur. Nous pensons aussi que, pour aller vers cela, je suis d'accord avec vous, que l'éducation des militants, l'éducation des populations est très importante. Je n'ai jamais dit ici qu'il ne faut pas éduquer. Mais je suis de ceux qui pensent que nous n'allons pas arrêter de sanctionner en disant qu'il faut d'abord éduquer. Il faut continuer de sanctionner. Il faut taper dur. Et la peur du gendarme éduque. Il n'y a pas que l'école qui éduque. La peur du gendarme éduque. Donc, moi, nous avons un gendarme qui a une main de velours. Nous avons un gendarme qui punit, un gendarme avec une main de fer qui punit. Nous mettons en place des mécanismes aussi pour éduquer le citoyen, à ce que le citoyen puisse comprendre que, à travers l'exemple, celui qui a été puni parce que ce qu'il a fait est mauvais. Et ça lui permet d'éduquer. L'éducation, c'est pas faire venir des coups et dire la corruption c'est ci, la corruption c'est ça. L'éducation par l'acte, l'éducation par l'exemplarité, l'éducation par la sanction. Et je pense que dans cette logique, dans la lutte contre la corruption, il n'y a pas d'état d'âme à faire, il n'y a pas d'empathie à faire. Il faut être sanctionné. Il faut sanctionner, et même dans l'éducation, il faut éduquer à travers la sanction. Je ne suis pas dans l'éducation théorique qui donne des valeurs, qui donne des principes, en attendant un cycle de changement de comportement ou d'appropriation. Il faut sanctionner aujourd'hui. Non, on va pas continuer. Vous n'allez pas répondre. Parce qu'il nous reste 10 minutes. Il nous reste des choses. Oui. Il faut revoir dans ce on fera un débat. On fera peut-être le débat qui vous sur l'idéologie, la conviction du parti. Absolument. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, je suis prêt. On ne va pas passer 30 ans dans ce pays depuis 90 à dire il faut éduquer. Vous avez parlé de la cellule de l'organisation de la vie publique. Sous le régime Yahi-Boni, il y a eu tout un programme. Ça a commencé sur Kérékou. Non, même sous le régime Yahi-Boni, il y a tout un programme d'éducation du citoyen. On a élaboré la charte de la bonne gouvernance. On est passé par les médias à travers des clips, à travers des spots. On envoie même des gens dans les villages, dans les hameaux, à éduquer la population sur la bonne gouvernance. Ça, moi, je ne l'appelle pas éducation. L'éducation, si vous voulez qu'on parle d'éducation... Oui, on va parler d'éducation une autre fois. On va parler d'éducation une autre fois. Non, on a passé tout ce temps. Oui. On a passé tout ce temps à mener les populations à sa On va parler d'éducation. Qui a été utilisée n'a pas été la bonne, mais on a mis les populations à s'approprier ça. Je ne sais pas encore de quelle... Depuis je ne sais pas quelle éducation il faut encore... Le renouveau... À moins que vous voulez finir le débat là-dessus. On y va. On va passer... Tout ce qu'on est en train de faire. Tout ce qu'on est en train de mettre... Loukma Tidjani, on vous a compris, il faut frapper fort. Voilà. D'accord. On va commencer, on va aller très rapidement parce qu'il nous reste exactement 15 minutes pour finir. On va parler du second sujet, le recours contre la désignation. Non, éducation, il est tout aussi intéressé par le second sujet. Voilà. Et le recours contre la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. La Cour a tranché. La Cour a tranché. Donc, je vais vous donner la parole je vais vous lire simplement, je vais laisser les considérants. Je vais vous lire exactement, en conséquence, dit que la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas contraire à la Constitution.
Bon, je vous lis rapidement la décision. Il y a tous les considérants, je peux les lire. Mais très rapidement déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, moi, je reste bleu hein, par rapport à cette décision. Vous voulez qu'une cour que l'on attaque dont on attaque des membres viennent dire maintenant que ces membres-là ne sont pas choses-là. Donc moi, je reste vraiment choses-là par rapport à cela. Je veux voir, hein, ce n'est que les premières décisions, n'est-ce pas? On va voir d'ici là les décisions que cette cour-là va prendre et qui vont nous permettre de savoir quelle est la tendance de cette cour quand on connaît déjà les tendances qu'il y a eu avant 2016, après 2016 et après tout là. Je n'ai vraiment pas d'état d'âme par rapport à cette décision. On ne peut pas avoir autre décision que ça. Si on en avait, ça aurait été la catastrophe du siècle. Mais bon, c'est dit. Mais ce n'est pas sur cela qu'il faut apprécier cette cour. Elle a envie. Non, moi, c'est vrai. Ma question n'est pas d'apprécier cette cour. Ma question, c'est sur cette décision. Moi, je demande votre avis. Oui, d'apprécier. On apprécie la décision de la cour. Parce que nous avons eu déjà une discussion par rapport à la Cour constitutionnelle ici, et enfin aux membres nommés de la Cour constitutionnelle ici, et donc et vous connaissez moi ma position par rapport à ces nominations, et maintenant je dis simplement que cette décision ne peut pas être autre chose que ce que nous avons, parce que on peut pas demander aux membres de la Cour de commencer à se tirer les couteaux dans la plaie tout de suite. Je lis rapidement un pan après le rappel du recours des démocrates. Il y a on dit considérant que l'Assemblée nationale a désigné par décision du 22 mai 2023 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, Madame Dandi Nyamou, Monsieur Nicolas Sogba, Michel Adjaka et Mathieu Gbeblodo Adjovi en qualité de membre de la Cour constitutionnelle, considérant que l'article 18 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit au titre des modalités pratiques de désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale deux conditions: l'avis préalable de la conférence des présidents et le vote au scrutin secret. Considérant qu'aucune des dispositions susvisées ne prévoit que toutes les tendances politiques présentes au sein du bureau de l'Assemblée nationale doivent être représentées parmi les membres désignés de la Cour constitutionnelle, qu'au demeurant, la Cour a rappelé à plusieurs reprises que pour mener à bien la mission qui leur a été confiée, les membres de la Cour constitutionnelle doivent être indépendants des institutions qui les ont nommés et de tous les partis politiques, qu'il faut en déduire que pour la nomination des membres de la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale, outre les modalités définis à l'article 18 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, seuls les critères strictement définis à l'article 115 de la Constitution doivent être pris en compte et qu'aucune considération, notamment d'ordre politique, ne doit guider le choix des députés dès lors le moyen tiré du non-respect de la configuration politique du bureau de l'Assemblée nationale dans les désignations effectuées est inopérant. Voilà. Je voudrais d'abord... Quand j'ai lu la décision, je suis allé rapidement chercher les signataires de cette décision. Et si vous faites l'exercice avec moi, c'est que aucun des membres dont la désignation a été mise en cause n'a participé à cette délibération de la Cour. Vous voyez bien oui, évidemment. Oui. Je pense que suppose que la Cour a délibéré à 3. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, la Cour a délibéré à 3. On siégeait à Cotonou, M. Kossi Dorothée Sousa, Mme Aléa Gouda Bako, M. Vincent Kodjo Akapo. Cela me permet de me rassurer que dans cette délibération, il y a eu, les mises en cause n'ont pas été jugées parties. C'est-à-dire, on a écarté les mises en cause et la Cour a délibéré en fonction de cette requête-là. Ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est un rappel important aux acteurs politiques. La Cour constitutionnelle n'est pas un antichambre ou un couloir des acteurs politiques. La Cour constitutionnelle, dans la Constitution, joue un rôle d'impartialité, un rôle d'indépendance. Et quand une institution comme ça doit jouer un rôle d'impartialité et d'indépendance, il est important de se démarquer des colorations politiques ou des considérations d'ordre partisan. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la Constitution, le mot de désignation
de la Cour constitutionnelle portent à croire que les membres, lorsqu'ils sont désignés, devaient être redevables de leur parti politique, devaient être redevables de leur camp politique, ce qui fait que dans cette course de désignation, tous les partis politiques ou tous les blocs politiques veulent forcément être représentés à la Cour constitutionnelle, ce qui ne devait pas être le cas. Et c'est un rappel important que cette Cour vient de faire qui ferait jurisprudence pour dire que les membres d'abord de la Cour constitutionnelle, lorsqu'ils sont désignés, se démarquent de leur parti politique et se démarquent aussi de celui qui les a désignés à un moment donné. C'est important pour les 7 qui vont rester au niveau de cette Cour pour qu'ils comprennent que aujourd'hui, ils n'ont pas de reconnaissance ou de redevabilité vis-à-vis du président de l'Assemblée nationale qui a désigné 3, du président de la République qui en a désigné 3, ni du bureau de l'Assemblée nationale ou d'un membre du bureau qui est facilité d'une manière ou d'une autre leur présence là. L'autre chose, c'est que quelquefois, nous ne connaissons pas le processus de désignation. On pense que c'est des membres du bureau du Parlement qui s'assiedent et qui commencent par désigner à travers leurs amis. Vous avez vu le rappel de la Cour constitutionnelle, pour moi, elle a été pédagogique pour dire qu'il y a eu un appel à candidature, il y a eu un vote scrutin secret et il y a eu un avis préalable du bureau de l'Assemblée nationale. De la conférence des présidents. Je pense que c'est très important. Et si chacun d'entre nous s'approprie d'une manière ou d'une autre ce processus-là et fait appel à un peu plus de raisonnement, on se demanderait comment est-ce que, si un vote est secret, ça c'est une question que je me pose, comment est-ce qu'on arrive, peut-être que monsieur reçoit peut-être le secret, comment est-ce que dans un vote secret, on arrive à faire représenter toutes les considérations politiques, ou comment est-ce qu'on arrive dans le vote secret à faire en sorte que les gens puissent être satisfaits en fonction de leurs considérations politiques. Je pense que cette décision est pédagogique et que nos amis qui ont fait ce recours aussi comprennent davantage l'esprit de la désignation des 4 représentants de l'Assemblée nationale par le bureau de l'Assemblée nationale. Je voulais, il y a une partie en tout cas du relevé de cette décision qui m'interpelle. Quelque part, considérant qu'en réplique, parce qu'il y a, là on lit l'instruction, qu'en réplique, le requérant dans un premier temps remet en cause l'impartialité de la formation juridictionnelle appelée à statuer sur son recours en alléguant que les personnes dont il conteste la nomination siégeront également en qualité de membres de la Cour constitutionnelle pour décider. Bon, ça on vient de l'évacuer. Mais le problème c'est comment on peut, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, comment on peut porter un recours devant une institution et douter même de l'impartialité de l'institution. Bon, enfin, à quoi ça sert en réalité quand on le fait? C'est juste pour prendre le peuple à témoin? Oui, mais c'est juste pour faire passer un message, ou bien on se dit, bon, de toute façon, ils ne m'écouteront pas, ils sont pas, de toute façon, ils sont déjà contre moi, j'ai déjà perdu, mais je vais quand même leur demander. Bien, vous avez ça, c'est pour la pédagogie. Oui, bien sûr, vous avez vu, moi, mon attitude. Oui, non, vous savez, nos institutions, depuis 2006 et 2016, ont, disons, sapé par elles-mêmes leur crédibilité auprès des populations. Moi, je suis un citoyen libre. Je suis libre de mes pensées, c'est pourquoi... Nous sommes tous libres sur le plateau. Non, vous êtes tenu par le bloc républicain. Non, je ne suis pas tenu par dire certaines choses comme moi. Nous sommes tous libres sur le plateau, je vous ne pouvez pas dire certaines choses comme moi. Moi, je peux critiquer par exemple le bloc républicain. C'est une question de degré de liberté. Voilà. Maintenant, donc les institutions, à une étape de notre histoire, se sont décrédibilisées et ont besoin de restaurer leur crédibilité. Donc, il ne faut pas condamner ceux qui... Bon, non, je ne condamne pas. Il n'y a pas que, il n'y a pas que les démocrates qui sont un peu sur les alertes pour dire cette cour-là, telle que ça a été nommé, c'est encore quoi ça là. Vous voyez, il n'y a pas que les démocrates qui sont comme ça. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il y a toute une frange de la population qui pense la même chose. Il s'agit pour les cours ou la cour que nous avons de restaurer la crédibilité et de restaurer la confiance du citoyen en cette cour. Et donc, pour l'instant, que les gens aillent
vers la Cour tout en étant dubitatif sur ce que la Cour va prendre comme décision, moi je trouve que c'est normal pour l'instant. Okay? Mais si au fil du temps, la Cour, comme il le dit, je voudrais croire, moi j'aime bien croire dans le temps, je voudrais croire comme lui que la Cour va donc prendre cette distance-là par rapport à ceux qui les ont nommés et que les partis politiques n'ont rien à voir avec les décisions qui vont se prendre au fur et à mesure. Je voudrais le croire. Mais il faudrait que les décisions, les actes, les explications, comme il le dit, pédagogiques, nous permettent, puisque nous sommes tous des citoyens qui peuvent lire, qui peuvent comprendre, même si nous n'avons pas tous fait le droit. Oui. Donc, que toutes ces choses-là nous permettent de dire oui, franchement, ici quelque part, cette cour-là a raison. D'accord. Voyez à peu près. Donc ce n'est pas à décréter que d'avoir confiance en cette cour-là tout de suite, parce qu'elle vient à la suite d'une cour que nous avons vu agir, qui nous a permis de mettre en doute ce que c'était l'impartialité. Je donne mon crédit à cette cour, non pas parce qu'elle a été désignée par les membres ont été désignés par une souveraine, mais par l'argumentaire de sa décision. Voilà. L'argumentaire de sa décision est très importante. Et je dis, c'est pour ça que je dis que ça doit être pédagogique pour nous, mais aussi pour les membres de la cour, chacun de cette salle de la cour, pour qu'ils comprennent aussi que, comme vous le dites, qu'ils doivent se départir aujourd'hui de toute redevabilité envers ceux qui les ont nommés. Mais je pense que c'est possible. C'est possible de le faire. On a fini. Et nous avons eu plusieurs cours constitutionnels et on ne peut pas me dire que à tout moment, les membres de la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour qui ont été prises depuis leur restauration ont toujours fait preuve de redevabilité vers ceux qui les ont nommés. Voilà. Nous allons davantage. Moi, je fais confiance aux hommes qui sont là aujourd'hui et je veux croire dans l'immédiat plutôt que dans le long terme. Moi, je suis dans l'attente. Moi, je suis dans l'attente. Merci. Je ne fais pas confiance. Merci, docteur. Merci, docteur Paul-Marie Wessou. Je rappelle que vous êtes ancien chercheur à l'UAC, analyste politique, Prince Lukman Tidjani, membre du Bloc républicain et futur docteur. Je ne sais pas encore en quoi. Peut-être que je passerai mon doctorat avec la section de présentation des idéologies et des convictions du bloc républicain. Merci à vous qui nous avez suivis. À ma suite, vous aurez droit à l'hebdo des éditorialistes avec Angèle Toboula et ses invités.